Bonjour et bienvenue à ce webinaire Déclaration des locaux industriels. Le compte à rebours est lancé. Vous avez suivi l'actualité ces derniers mois. La loi de finances pour 2019 impose de nouvelles obligations déclaratives aux propriétaires d'établissements industriels. Et en tant que propriétaire, vous devez déclarer à l'administration avant le 30 septembre 2019 un certain nombre d'éléments. Pour vous apporter des précisions sur ce sujet, nous recevons aujourd'hui Vincent Hermil. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes expert en fiscalité locale au sein de l'INIG et vous animez ce webinaire durant une vingtaine de minutes. Dernière petite précision, n'oubliez pas de poser vos questions tout au long du webinaire. Vincent y répondra en fin de session si le temps nous le permet, bien sûr. Je vous laisse maintenant la main, Vincent, pour débuter cette présentation. Bonjour à tous, merci de nous écouter aujourd'hui. L'agenda de ce court webinaire sera d'abord un descriptif rapide du contexte dans lequel s'inscrit cette obligation déclarative, une présentation des éléments à déclarer. Excusez-nous pour ce petit incident technique. Une présentation donc des éléments à déclarer et un rappel rapide des sanctions associées. Dans le cadre du contexte, l'obligation déclarative pour le 30 septembre s'inscrit dans un mouvement large de refonte de la fiscalité locale qui a commencé récemment, on va dire, de manière concrète, à partir de 2017 pour les locaux professionnels qui ont vu leurs règles d'évaluation modifiées. On envisage, on entend des projets d'ajustement des règles d'évaluation des locaux d'habitation avec une date ciblée à 2022, une potentielle suppression de la taxe d'habitation à 2023. Et aujourd'hui, le tour arrive pour le monde des établissements industriels qui n'ont pas été en reste pour l'instant en termes de modification de leur environnement, puisque depuis 2019 et l'article 156 de la loi de finances pour 2019, il se voit attribuer une définition légalisée de l'établissement industriel, qui est aujourd'hui défini comme les terrains et bâtiments qui servent directement à des activités de fabrication et transformation de biens corporels mobiliers et qui nécessitent d'importants moyens techniques, ou à défaut d'exercer une activité de fabrication, transformation, toute autre activité qui nécessite des moyens techniques et pour lequel les installations techniques, matérielles et outillages, et on reparlera de ces biens-là, jouent un rôle prépondérant. Donc l'environnement de la définition de l'identification d'un établissement industriel est légalisé, sécurisé ou en tout cas rationalisé par l'exclusion des activités artisanales et l'exclusion des petites industries, on va dire, en tout cas ceux qui disposent d'installations techniques, matérielles et outillages inférieurs à 500 000 euros. Le tout assorti d'obligations déclaratives permettant aux propriétaires de récupérer de la part de l'exploitant de l'immeuble un ensemble de données, à savoir ces fameuses installations, quand le propriétaire n'est pas l'exploitant. Le cadre des établissements industriels étant enfin sécurisé par les éventuels effets que peuvent avoir un changement de la méthode d'évaluation par un dispositif de lissage sur 6 années. Donc, ce qui est fait à ce jour, c'est d'essayer de rationaliser, de faciliter la compréhension de ce qu'est un établissement industriel. Ce qui est lancé pour le 30 septembre, c'est maintenant d'essayer de déterminer de nouvelles méthodes d'évaluation pour suppléer aux faiblesses de la méthode d'évaluation actuelle. Le législateur a donc demandé à l'administration d'obtenir de la part des propriétaires un ensemble de données définies et d'ailleurs listées dans l'article 156, afin que l'administration puisse elle-même, à horizon du 1er avril 2020 au plus tard, établir un rapport prospectif destiné à proposer de nouvelles méthodes d'évaluation, mais également en évaluer et en quantifier les effets, tant du point de vue des propriétaires que des éventuels exploitants par le biais de l'impôt qu'est la CFE et des collectivités locales bénéficiaires des dites impositions. Vous devez donc déclarer pour le 30 septembre un ensemble de données. Alors quand je dis vous, je m'adresse aux propriétaires qui ont été sollicités par l'administration
La lettre de l'article 156 laisse à penser que seuls les propriétaires sollicités sont concernés. N'ayant pas d'informations particulières sur les effets d'une absence de correspondance de la part de l'administration, on ne peut qu'en déduire que seules les personnes ayant été réceptionnaires d'un courrier détaillant les immeubles concernés seront astreints à cette obligation. Les éléments à collecter et à déclarer pour le 30 septembre sont inhérents à plusieurs points qu'on détaillera juste après, qui vont être liés à l'identification de l'immeuble, de la propriété concernée et son éventuelle décomposition, de ses surfaces, de l'exploitant de l'activité qui exerce dans ce bâtiment, et de l'éventuelle catégorie, et de la catégorie à laquelle on doit rattacher l'immeuble. Puis viennent des informations plus chiffrées qui vont être liées au loyer annuel perçu si l'immeuble est donné à la location au 1er janvier 2018, la valeur vénale de ce même immeuble, et enfin la valeur des ITMO, dont on a parlé juste avant, les installations techniques, matériel et outillage. Du point de vue de la partie locaux et surface, ce qu'il est important d'avoir à l'esprit, c'est que usuellement, un établissement industriel est analysé du point de vue de l'activité qui s'y exerce et forme, dans la généralité des cas, un tout unique. Dans le cadre de cette campagne déclarative, il est demandé à chaque propriétaire d'essayer de raisonner un peu différemment et de se projeter comme si chacun des terrains, on va dire terrains industriels ou bâtiments, en raison de ces aménagements, pouvaient être utilisés par différents occupants. Si tel est le cas, l'ensemble des données à déclarer, dont on a passé la revue juste avant, à savoir des surfaces, des valeurs vénales, des valeurs d'installation technique, etc., et des loyers, chacun de ces bâtiments doit être considéré comme fictivement une propriété ou une fraction de propriété unique et donner lieu à une décomposition, une répartition des différents éléments à déclarer. Ce qui peut, à titre d'exemple, être le cas d'une entreprise qui aura un siège administratif dans un bâtiment isolé, situé sur la même parcelle qu'un établissement de production, par exemple. Et à ce titre, potentiellement 2 immeubles seront à déclarer, ou en tout cas un fractionnement sera réalisé. Le premier élément à identifier relèvera des surfaces. Pour ce faire, il est préconisé de se référer à ce qui avait été retenu dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, à savoir l'identification de surfaces réelles, mesurées au sol entre les murs ou séparations. Les surfaces devront être ensuite réparties au sein de la déclaration en fonction de leur importance relative. Nous sommes là également dans une configuration identique à ce qui avait été retenu dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, avec 5 découpages possibles, P1, P2, P3 pour la partie activité, PK1, PK2 pour les parties stationnement. Les surfaces P1 étant les surfaces essentielles à l'exercice de l'activité intérieure, les surfaces P2 étant des surfaces moins déterminantes pour l'activité, les surfaces P3 s'avérant être des surfaces plutôt de stockage à l'air libre et sans toiture. Parmi les éléments à identifier et à déclarer figurent également des données relatives à l'exploitant. Ce point peut être un point d'attention pour les propriétaires qui ne sont pas exploitants, qui donnent à bail ou mettent à disposition leur immeuble à un tiers, puisque ça peut être un point de difficulté, le bailleur ne pouvant pas toujours connaître l'identité du preneur définitif, en tout cas de l'exploitant définitif dans le cas de sous-location. Vient ensuite le classement du bâtiment. Donc on a identifié la propriété qu'on a éventuellement découpée en plusieurs immeubles qui, à raison de leurs aménagements, pouvaient être utilisés par une personne unique. On a identifié les surfaces qu'on a classifiées en fonction de leur importance. Et maintenant, on classe l'immeuble en fonction de la catégorie, toujours au sens de la révision des valeurs locatives affectées aux locaux professionnels. Et cette catégorie, elle dépend de la nature du local, de sa destination et de ses caractéristiques. Pour simplifier un petit peu les choses, les établissements industriels, au sens impôts locaux, que peuvent être des entrepôts logistiques ou des entreprises plus classiques de fabrication-transformation, vont très régulièrement être rattachés à 4 grandes familles. Concernant les entrepôts logistiques, elles seront globalement rattachables à la catégorie DEP2, lieu de dépôt couvert, ou en fonction des installations de cuverie, de silos qui peuvent être présentes à la catégorie DEP5, installation spécifique de stockage. Vous pourrez d'ailleurs utilement vous reporter à la déclaration 6660 REV et à sa notice qui représente et résume les libellés intégraux affectés à chacune des catégories.
Et concernant les établissements de fabrication et de transformation, on se rattachera probablement à la partie DEP2 pour les entrepôts de stockage isolés, par exemple, ou ATE2 ateliers, locaux utilisés donc pour une activité de transformation, manutention ou maintenance. Bien évidemment, d'autres catégories parmi les 39 sont susceptibles de s'appliquer. Les catégories ici présentées sont celles qui nous semblent les plus susceptibles d'intervenir pour l'essentiel des déclarants. Un autre élément à reporter sur les déclarations, qui n'est à reporter évidemment que si l'immeuble est donné en location, et le loyer de l'année 2018, c'est un loyer brut, c'est-à-dire hors taxes, hors charges et hors équipements complémentaires qui sont loués avec les murs. On exclura à ce titre des loyers à déclarer tous les revenus tirés de conventions non générales, tout ce qui va être crédit bail immobilier, bois amphithéotique, les éventuelles problématiques de bois construction. Ces loyers-là ne sont pas considérés comme des loyers normaux et un montant de 0 pour être reporté sur les déclarations. Nous entrons maintenant dans deux familles d'éléments à déclarer qui, du retour que nous avons pu avoir de nos clients, sont vraiment au cœur des interrogations et des questionnements. Le premier est la valeur vénale, puisqu'il est demandé de mentionner la valeur vénale de l'immeuble telle qu'elle serait constatée si le bien était libre de toute occupation ou location au 1er janvier 2018, qui est sujet à interrogation. Alors, la valeur vénale qui est sollicitée est une valeur vénale, encore une fois sollicitée par référence à l'article 1498 du Code général des impôts, applicable aux locaux professionnels. Donc, on est loin d'une valeur vénale telle qu'on peut la rencontrer dans le cadre d'une mission d'expertise immobilière. On est sur une valeur vénale qui doit être déterminée selon deux grands axes, un préférentiel et un accessoire. On a, nous, pour la présentation, appelé substitutif. L'idée, c'est d'essayer d'identifier quelle a été à un instant de temps, le plus proche possible du 1er janvier 2018, la valeur vénale de l'immeuble, c'est-à-dire le prix qu'une personne a été en accord pour payer pour l'acquisition du bâtiment. Et cette valeur, elle doit être identifiée dans toute source objective de données, l'administration proposant un acte notarié, ce qui fait sens puisque le prix est bien un accord de volonté, en l'occurrence, dans ce type de cession. La cession qui est retenue doit être actualisée au 1er janvier de l'année 2018, si elle lui est antérieure, en recourant aux indices de l'INSEE du coût de la construction. La méthode substitutive, dans l'hypothèse où aucun acte ne serait disponible, ou éventuellement le propriétaire aurait édifié pour son propre compte et directement l'immeuble, est une valeur additive, c'est-à-dire qu'on demande d'identifier la valeur vénale du terrain au 1er janvier 2018, encore une fois. Cette valeur du terrain, elle peut être soit tirée des comptes éventuellement de l'entreprise si le terrain a été acquis en 2018, soit par comparaison avec des terrains à bâtir, des cessions qui seraient intervenues dans une zone comparable. Donc, soit la zone identique, un territoire communal identique à celui du propriétaire, ou le cas échéant, à une zone qui sera comparable, c'est-à-dire une autre commune, mais qui présenterait des caractéristiques proches de celle sur laquelle la cession du terrain porte. Cette valeur vénale fait partie des éléments un petit peu compliqués à trouver puisqu'il convient d'aller chercher des référentiels, ce vers quoi vous pouvez vous retourner par certaines données publiques ou des tiers qui disposent de ces éléments. L'élément complémentaire à ajouter à cette valeur vénale sera la valeur de reconstruction, qui est une valeur à neuf de la propriété au 1er janvier 2018. Élément supplémentaire pour lequel une valeur doit être portée dans la déclaration, il s'agit des installations techniques, matériels et outillages. On parle là des installations techniques, matériels et outillages qui sont présents dans les bâtiments ou sur les terrains pour une durée supérieure ou égale à 6 mois durant l'année 2018 et qui sont susceptibles d'être utilisés pour les besoins de l'activité qui y est réalisée. Alors, par présence dans le bâtiment ou sur les terrains, on entend les biens qui sont détenus par l'exploitant ou par le propriétaire s'il est concourt à l'exploitation, mais également tout bien qui participe ou sont susceptibles de participer à l'exploitation. Sont ainsi au nombre de ces biens, les biens pris en location, en crédit bail. Alors, une coquille est présente
dans cette présentation, je m'en excuse, mais on parle de crédit bail mobilier. On va parler par exemple d'installations qui seraient financées dans ce contexte-là, ou à disposition gratuite. Quand on parle de l'année 2018, sont concernés donc l'ensemble des immobilisations qui ont été disponibles pour une durée cumulée de plus de 6 mois sur l'année civile. On en déduit que les investissements qui ont été acquis, par exemple, à compter du 1er juillet 2018, ne remplissent pas en tout cas cette condition. Ou à défaut, si un exercice de 12 mois a été clos sur l'année, ce n'est pas l'année civile qui sera retenue, mais cet exercice de 12 mois. Viennent enfin le caractère de susceptibilité, c'est-à-dire susceptible d'être utilisé. Et là, on parle bien d'une utilisation directe ou indirecte dans un processus de fabrication, transformation, manutention ou service que l'administration, par souci de simplification, propose d'identifier comme étant présent dans les comptes 215 tels que tirés du plan comptable général. De manière additive, sont également à identifier les autres immobilisations qui interviennent directement dans le processus de fabrication, transformation, manutention, qui servent spécifiquement à l'activité et qui sont inscrites dans les autres comptes du plan comptable. Et c'est peut-être le point le plus susceptible de réflexion ou d'analyse, c'est à partir de quel moment on identifie une participation directe et jusqu'à quel compte doit-on remonter. D'un point de vue pratique, comment se réalise la déclaration? La déclaration concerne, d'un point de vue méthodologique, deux grandes typologies de propriétaires qu'on va qualifier de petits propriétaires par la volumétrie, c'est-à-dire ceux qui détiennent de 1 à 20 sites, et les plus gros propriétaires, on va dire probablement institutionnels, qui détiennent plus de 20 sites. Pour les propriétaires de 1 à 20 sites, l'administration a mis en œuvre une démarche dite simplifiée qui permet aux propriétaires d'aller créer directement sur le site démarche-simplifié.fr un compte. Par la saisie du numéro SIRET du propriétaire, l'administration identifie sur la base de l'INSEE les données de l'INSEE un ensemble d'éléments. Il est demandé au déclarant de valider que ces éléments correspondent bien à son entreprise, à sa situation, et lui permettent ensuite d'accéder à sa déclaration dans laquelle il doit saisir à la main et ligne par ligne les différentes propriétés sur lesquelles il entend faire une déclaration, le cas échéant en découpant, comme nous l'avons vu au début, une propriété en plusieurs éléments si, eu égard aux agencements et aménagements de ces différents éléments, ils sont destinés à être utilisés par une seule et même personne. Vous pourrez et probablement devrez, quand vous êtes propriétaire non exploitant, solliciter le ou les exploitants en vue d'obtenir une information importante qui est celle des installations techniques, matériels et outillages. Cette plateforme vous permet une telle invitation en transmettant un droit d'accès à un ou plusieurs exploitants, à un ou plusieurs personnes, à une ou plusieurs personnes, afin de compléter la plateforme déclarative des éléments, installations techniques, matériels et outillages. Cette plateforme semble néanmoins permettre une consultation d'ensemble de toutes les données saisies et ne semble pas limiter la saisie des installations pour l'exploitant. Dans l'hypothèse d'un propriétaire de 1 à 20 sites, une hotline a été mise en ligne par l'administration fiscale pour répondre aux éventuelles questions. Je précise également qu'est en ligne sur le site impôts.gouv.fr une note explicative qui permet d'avoir dans les grandes lignes les éléments attendus. Pour les propriétaires de plus de 20 sites, une démarche numérisée a été mise en place par un questionnaire sous format CSV, donc format numérique, qui permet aux propriétaires de saisir directement dans le fichier les éléments attendus et de les adresser à l'administration fiscale par email. Et à ce titre, une hotline est mise en place, ainsi qu'un courrier électronique de contact pour pouvoir en renvoyer ce document. Que se passe-t-il maintenant si, par choix ou par impossibilité, une ou plusieurs déclarations n'est pas déposée? Nous sommes dans un cas assez classique de sanctions, puisque le défaut de production au 30 septembre 2019 entraîne une amende fixe de 150 € par déclaration, une déclaration pouvant être identifiée comme une ligne présente sur les courriers reçus de l'administration. Et les éventuelles omissions ou inexactitudes sont assorties d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude,
néanmoins encadré dans une limite basse de 60 €, un plancher bas de 60 € par déclaration et par élément d'inexactitude, et limité à 150 € par déclaration. Voilà en quelques mots et assez rapidement ce que l'on peut dire de cette campagne déclarative. Bien évidemment, nous sommes à l'écoute de vos questions et pour lesquelles nous essaierons de répondre dans le temps qui nous est imparti. Très bonne transition. Effectivement, nous avons reçu pas mal de questions durant votre présentation. Déjà, merci pour cette présentation, c'est très clair. Alors, pour commencer, une toute première question, est-ce que ces déclarations seront utilisables par l'administration dans un autre but? Alors, l'administration ne pourra pas utiliser ces éléments dans un but autre que ce but prospectif, c'est-à-dire de construction d'un rapport, dans la mesure où l'article 156 de la loi de finances pour 2019 prévoit expressément qu'elles ne pourront pas servir à des campagnes de redressement ou de contrôle. Donc, ce point-là a été clairement mentionné dans le corps du texte, de sorte que, sauf aléa totalement inconnu, il ne devrait pas y avoir de difficultés à terme sur ce point. Très bien. Question suivante. Pour ces installations, pour les biens installations compte 215, faut-il prendre les comptes 218? Pour quelle valeur? La valeur d'acquisition ou la valeur nette comptable? Alors, du point de vue, premier niveau de réponse sur la valeur à retenir, on parle bien d'une valeur brute, on parle bien de la valeur d'origine des immobilisations. À notre sens, et au vu de ce que nous avons évoqué juste avant, seules les installations techniques, matérielles et outillages qui participent directement ou indirectement à l'activité dans le cadre d'une activité de fabrication, transformation, manutention, service sont à retenir, de sorte que les immobilisations présentes dans les comptes 218, on pensera notamment au mobilier, matériel informatique, nous semblent pouvoir être exclus de cette campagne déclarative. Ok. Troisième question. Peut-on retenir la valeur vénale présente dans un acte même ancien? Alors, l'administration sur ce point n'a pas communiqué d'informations très détaillées. On comprend néanmoins que tout acte, quelle que soit son ancienneté, peut être retenu, sous réserve impérative de bien actualiser par les indices INSEE, du coup de la construction, le montant identifié. Mais sur le papier, effectivement, on peut envisager de retenir un acte même ancien. Question suivante. Peut-on s'appuyer sur le relevé de propriété communiqué par le SIE, le cas échéant, pour l'identification des locaux? Alors, la difficulté que peuvent rencontrer certains propriétaires dans le cadre de l'action déclarative est de constater une absence de corrélation entre leur situation de propriété et les éléments qui leur sont demandés de déclarer. C'est-à-dire qu'à ce jour, nous ne sommes pas en capacité de savoir quelle photographie a été prise. Sommes-nous sur une situation au 1er janvier 2018, au 1er janvier 2019? Y a-t-il eu des mises à jour intermédiaires pour déterminer si réellement on peut s'appuyer sur les relevés de propriété? Ceci évoqué, les relevés de propriété sont tout de même d'excellents supports pour identifier les différentes composantes, les différentes fractions de propriété de l'immeuble et les recouper avec les éléments les lignes qui sont présentes dans les déclarations. Donc c'est un support utile et qu'il est préconisé d'ailleurs de récupérer. Très bien. Une dernière question, parce nous arrivons bientôt, on a même dépassé les quelques minutes le temps imparti. La valeur vénale est-elle à déclarer pour les usines de production ou seulement les IMO sont-elles à déclarer? Alors, pour la partie établissement de production, comme pour les entrepôts logistiques qui sont souvent concernés par cette problématique industrielle, les deux éléments sont à déclarer. Tout le monde doit déclarer une valeur vénale, ou plusieurs, s'il y a plusieurs immeubles, et tout le monde, tous les propriétaires doivent déclarer la valeur des installations techniques, matériels et outillages. On est bien sur des éléments cumulatifs, des déclarations cumulatives. Allez, une toute dernière pour la route avant le déjeuner.
Quelles sources de données publiques sont disponibles pour évaluer le prix du terrain? Alors, dans le cadre des données publiques disponibles, sans pouvoir les citer toutes, je vous renverrai aux données mises en place dans le cadre de data.gouv.fr notamment, qui fournit des éléments intéressants, malheureusement temporellement restreints, mais particulièrement intéressants. Très bien, je vous remercie pour l'ensemble de vos réponses à ces questions. Vos coordonnées s'affichent à l'écran, numéro de téléphone ainsi que votre adresse email que vous pouvez tout à fait utiliser pour vos autres questions. À noter que nous vous transmettrons le support ainsi que l'enregistrement audio dans la journée. Donc, vous pourrez réécouter tranquillement ce webinaire et consulter la présentation. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.